Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro de Vivre en Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et le réseau des télévisions locales du Grand Est, Vosges TV, Moselle TV et Canal 32. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la stratégie culturelle régionale. Pour en parler, j'accueille autour de la table Martine Lisola, conseillère régionale du Grand Est et présidente de la commission culture de la région. Bonsoir Martine Lisola. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Regardons tout de suite ensemble le sommaire de ce nouveau numéro. Au sommaire de votre magazine Le Grand Est et sa stratégie culturelle, nous nous intéresserons aux 3 axes de travail, des reportages sur différents événements et lieux culturels qui animent la région, et nous ferons le point sur les objectifs de cette stratégie culturelle à court et long terme. Pour commencer, Martine Lisola, présentez-nous la commission culture. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Alors, la commission culture que j'ai l'honneur de présider au sein de la région Grand Est réunit une vingtaine de membres, tous issus de l'ensemble des familles politiques représentées au sein de notre assemblée. Cette commission, elle a pour une triple mission. La première, c'est de voter et de définir les actions dans le domaine culturel de la région Grand Est. Par exemple, tout récemment, nous avons approuvé la création d'un bureau des images qui va concourir à structurer la filière de l'audiovisuel de l'image en Grand Est. Voilà une illustration de cette première mission. Voter donc les actions de la région Grand Est. La deuxième mission, c'est aussi de définir quelque part la stratégie aussi du Grand Est dans le domaine culturel. Et puis, troisième mission, elle a aussi le rôle de voter les règlements et les dispositifs qui sous-tendent toutes les actions que nous, conduisons dans la région Grand Est. Il n'y a pas d'action sans texte, et ces textes-là sont approuvés en commission. Et puis, quatrième mission, et pas la moindre, celle sur laquelle nous sommes beaucoup attendus, eh bien, c'est de voter les subventions que nous allouons aux acteurs culturels, aux partenaires culturels de la région Grand Est. Donc alors, cette stratégie culturelle, elle s'appuie sur 3 grands axes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, ils sont très simples et très lisibles, au fond. Le premier axe, c'est de structurer et de promouvoir toute la culture dans le Grand Est. Par le mot structurer, nous entendons professionnaliser toutes les filières qui nous accompagnent. Je citerai la filière du spectacle vivant, la filière du livre, filière économique, la filière de l'image, filière économique également, la filière de la musique également, etc. Donc ça, c'est la première mission, structurer et promouvoir la culture. La deuxième, pas des moindres, c'est de rendre accessible la culture pour tous. Donc la région Grand Est, elle a pour mission de développer le développement culturel de tous les territoires. Rendre accessible la culture pour tous et partout. Et puis, troisième et quatrième mission, c'est d'assurer d'une part la transition énergétique, avec la notion de développement durable que nous intégrons et qui touche également la culture. Et deuxième transition qui fait partie du quatrième axe de la région, c'est la transition numérique. Donc la culture, elle est aussi sur toutes les transitions. Donc l'objectif, finalement, c'est de faire un territoire de référence dans le domaine de la culture, c'est ça? Tout à fait. Et pour ce faire, la région Grand Est s'appuie sur ses réseaux. Et ces réseaux sont multiples. Ils correspondent souvent aux filières, d'ailleurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons le réseau Grabuge. Pour les musiques actuelles, nous avons le Plan d'Est pour les arts visuels. Par exemple, l'art contemporain, tout ce qui est du domaine de la peinture, des expositions. Et puis, nous avons Quintest pour le spectacle vivant. Et nous avons également Livrest pour le livre. Vous voyez, à chaque filière correspond un réseau, correspond des partenaires, correspond des acteurs, correspond aussi un vivier, des centres de ressources. Notamment sur le livre, nous nous appuyons aussi sur nos centres de ressources. Et tout cela nous permet justement de devenir des référents dans le domaine de la culture. Et cela fonctionne plutôt bien. Donc tout ça, au final, c'est une grande offre culturelle. L'objectif, c'est quand même de la promouvoir, cette offre culturelle. Comment on s'y prend?
Alors, cette offre culturelle, bien évidemment, nous devons communiquer pour la rendre, comment dirais-je, audible, lisible auprès de nos publics. Et nous travaillons avec la presse, avec les réseaux sociaux, avec les médias dont vous faites partie, que nous soutenons également. Et puis, nous organisons aussi des événements de notre côté pour promouvoir la culture dans le Grand Est. Plus de 60 millions d'euros sont consacrés chaque année à la culture dans la région. 131 musées sont labellisés Musées de France et 130 festivals majeurs sont soutenus, comme par exemple le festival Les Moissons Rock à Juvigny dans le département de la Marne. Donc ce festival est un acteur du dynamisme culturel du territoire. Ils sont devenus incontournables. Mathilde Barral est allée les rencontrer. Regardez. Les hommes que j'aime, ils ont des gueules cassées. Il faut les voir au petit jour, se coucher tout étonné. Depuis 25 ans, le festival Les Moissons Rock fait danser Juvigny. Et au fur et à mesure des années, il s'est développé. Il a commencé dans la salle des fêtes de Juvigny pour là être devenu un festival en extérieur avant sous chapiteau, maintenant complètement en plein air. On parle souvent avec des anciens du village qui nous disent les Moissons Rock, j'entends le bruit des basses tout le temps. Si j'entendais plus, ça me ferait bizarre. Et je pense que tout le monde a pris l'habitude et tout le monde est aussi hyper coopératif parce que 4 jours de musique, c'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais comme c'est quelque chose qui est devenu une habitude, les gens le prennent plutôt bien. Objectif, rendre la musique accessible à tous. Tous les artistes nationaux, quand on voulait les voir, il fallait aller dans les villes. Sauf qu'il y a pas que les villes, il y a aussi le milieu rural. Et du coup, on voulait faire venir ces groupes pour que les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller sur les villes, etc., puissent quand même voir des concerts. On a eu envie de faire une journée jeune public pour que les familles puissent se retrouver aussi sur un spectacle et donner l'accès à tout le monde, donc de la rendre gratuite, avec la programmation de cirque, de chorale ou de concerts à destination des jeunes publics. Ancré dans le territoire, ce festival est considéré comme un exemple de réussite pour la région Grand Est. La région et le département qui nous soutiennent depuis le début, qui ont toujours été avec nous dès le début du festival, donc en 95 jusque maintenant. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que en plus de nous donner une subvention, ça assoit la notoriété du festival auprès d'autres partenaires. On permet à notre petite échelle de faire vivre notre territoire et ça, c'est quelque chose qui est important. Avec l'accueil d'environ 9000 festivaliers sur 4 jours, il est important pour les organisateurs d'intégrer une dimension éco-responsable. Le festival tend de plus en plus à être éco-responsable. On est bien conscient qu'on ne peut pas le faire d'une année à l'autre, donc c'est une transition qui se fait sur la durée. On a depuis une dizaine d'années, je pense, des toilettes sèches. Là, cette année, on a supprimé toutes les bouteilles en plastique sur le site du festival. On propose aussi des navettes gratuites depuis Châlons en Champagne jusqu'à Juvigny. On en a aussi qui partent de Reims pour venir à Châlons. Et on met en place un groupe sur Facebook pour le covoiturage. La programmation n'est pas encore disponible pour la prochaine édition. L'été prochain, du 17 au 20 mai, les Moissons Rock vont encore faire vibrer les Juvignots et les Juvignottes. Donc Martine, quel est le but de soutenir des événements comme celui-ci du Festival des Moissons Rock ? Eh bien, le but, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le développement culturel et rendre la culture accessible à tous, y compris dans tous les territoires et les territoires les moins servis par la culture. Vous savez bien que les centralités sont plus équipées en termes d'outils culturels, de lieux de diffusion, etc. Les Moissons Rock dont vous parlez, c'est un festival que je connais bien puisqu'il est situé sur un territoire dont je suis élue, local. Et ce festival Moissons Rock, il existe depuis plus de 20 ans. Et pour nous, c'est un festival exemplaire. Pourquoi il est exemplaire ? Eh bien, parce que, tout d'abord, il intègre le développement durable, d'une part. D'autre part, il est intégré au réseau professionnel dont je vous parlais tout à l'heure, que nous appelons le réseau Grabuge. Et puis, il permet l'accès de la culture à tous, notamment dans un territoire plutôt retiré, celui de Juvigny, qui est une petite commune située tout près de Châlons en Champagne, petite au sens quantitatif du terme, bien évidemment. Et donc, voilà pourquoi nous soutenons ce type de festival, parce qu'il est très important que ces événements existent sur le territoire,
car ils en assurent la cohésion sociale, la cohésion culturelle, le vivre ensemble, et les Moissons Rock font vraiment partie de ces festivals que le Grand Est a la fierté de soutenir. Justement, vous m'avez parlé de développement durable par rapport à ce festival. Comment la région aide les événements comme celui-ci justement à se développer à ce niveau-là ? Eh bien, la région Grand Est a renforcé son engagement pour la culture et le développement durable à la suite des travaux de concertation qui ont été menés dans le cadre de travaux menés par le Grand Est. Et je veux parler du Business Act, qui est un terme un petit peu techno, mais qui a été très fécond en termes d'action et de propositions. Le développement durable, vous le savez, c'est une prise de conscience commune qui doit être partagée et qui l'est déjà partagée par les acteurs culturels. J'en veux pour preuve le festival du Cabaret Vert, par exemple, qui porte bien son nom en ce domaine, qui se développe à Charleville-Mézières. Et c'est la raison pour laquelle la région, attache du prix à ce que le développement durable fasse partie de l'ADN culturel. Est-ce que ça fait longtemps que le développement durable est considéré dans le domaine de la culture ? Oui et non, je dirais. Quand je vous parle de Cabaret Vert, c'est un festival qui a déjà une dizaine d'années. Donc c'est pas le développement durable, c'est pas quelque chose que nous découvrons aujourd'hui et que les acteurs culturels, que je salue au passage, découvrent aujourd'hui. Mais c'est une prise de conscience qui est aujourd'hui renforcée, vous le savez, par tout le contexte international qui nous accompagne. Et la culture du Grand Est a su s'en saisir, notamment dans le domaine comme du livre. Nous avons conduit des travaux de recherche sur le développement durable et la filière livre qui ont donné des résultats tout récemment, et nous sommes en pointe, je dirais, nous ne sommes pas en retard en tout cas. La région accompagne également donc les acteurs culturels dans la transition numérique, donc un autre axe de développement, ce qui donne naissance à des lieux comme l'Arche à Villerue en Meurthe-et-Moselle. Ce lieu de création numérique et d'innovation s'inscrit également dans le projet ECHE 2022, capitale culturelle, donc cette année, oui, en 2022. Oui. Alicia Iblot s'est immergée dans ce lieu. Regardez. Pousser les portes de l'Arche à Villerue, c'est s'offrir une grande bouffée de culture et de convivialité. Car ici, c'est un bar, un restaurant, mais surtout une salle de cinéma, une salle de spectacle, un ensemble de studios de production ou encore une salle d'exposition immersive qui s'offre à vous. Autant d'activités qui, sur le modèle des tiers-lieux, s'entremêlent pour mieux s'enrichir. On considère que dans les activités, il n'y a aucune activité qui est détachée de l'une de l'autre, surtout dans ce qu'on va dire l'industrie créative, qui regroupe le gaming par exemple, la musique, le cinéma, l'image, la 2D, la 3D, la photo et la nourriture, qui est toujours le cœur du partage et de l'humain. Donc tout ça, c'est tout le temps en permanente mutation et en permanente questionnement d'un espace à l'autre et dans les disciplines qu'on accueille. Une arche bien ancrée dans son époque et donc forcément une arche connectée pour qui les nouvelles technologies prennent une place essentielle. Le Media Lab est ainsi composé de 5 espaces de création. Le but, c'est de pouvoir éveiller, permettre à toute la population de se frayer un chemin dans ce monde toujours plus technologique, ce monde un petit peu techno-écologique. Donc on s'adresse à toute la population, de la petite enfance, puisqu'on propose des ateliers, des spectacles dès l'âge de 3 mois. On va jusqu'à des masterclass pour les semi-pros, pour des musiciens ou alors pour des programmeurs, pour des techniciens. Avec cette envie que tout un chacun puisse s'approprier l'ensemble des outils mis à disposition à des fins professionnalisantes ou ludiques, comme ici avec l'exposition de l'artiste Julie Stephen Cheng qui nous invite à faire connaissance avec notre tanuki, notre esprit de la nature. On rentre dans l'œuvre. Là, on est immergé, donc il y a à la fois l'aspect immersif et aussi interactif. Il y a une Kinect qui va traquer, ici ce qui est traqué c'est le visage. Un tanuki est apparu sur le mur que je fais bouger, c'est un petit chat qui se met en mouvement. Des tanuki qui en fin d'après-midi laissent place à des personnages dessinés par l'artiste Thomas Ponce. Ici, notre propre outil, c'est notre corps. On peut venir à l'Arche et pouvoir créer, performer, découvrir l'art
numérique en entrant simplement dans cette galerie-là. Ça nous fait une première expérience, un premier pas dans ce qu'est le mapping, le tracking, pour comprendre la composition aussi musicale en lien avec la composition plastique. Une exposition immersive et intergénérationnelle à destination des habitants du bassin de Villerue, dont la population devrait tripler d'ici quelques années, mais aussi du public transfrontalier, et notamment luxembourgeois, avec lequel l'Arche collabore étroitement. Edge 2022 est un petit peu notre grande maman pour cette année 2022. On a été le vaisseau amiral de la production des spectacles et des productions diverses qu'ils ont pu faire sur le secteur français. Et d'un autre côté, on a des liaisons obligatoires avec nos confrères luxembourgeois, voire belges, voire du reste de la grande région, avec une articulation et un questionnement sur notre positionnement. Est-ce qu'on n'est qu'une salle de spectacle? Non. Est-ce qu'on est un lieu de résidence? Oui, peut-être plus que ça. Et on essaie de trouver et de comprendre le territoire dans lequel on est pour justement s'envoyer des coproductions, des choses comme le fait à l'image de, par exemple, les Francopholies d'Esch sur Alzette, avec lesquelles ça s'est super bien passé cette année. L'Arche, un outil essentiel, en somme, qui n'a pas fini d'éveiller nos sens pour mieux nous cultiver. Même question que pour le festival Les Moissons Rock. Quel est le but de promouvoir des lieux comme celui-ci? L'Arche, c'est un lieu d'hybridation, je dirais, et de rencontre qui montre bien le caractère transversal du numérique. Les lieux comme l'Arche ou comme Blida à Metz, qui sont des lieux, comment dirais-je, de rencontre et des lieux incubateurs, où se sont déroulés d'ailleurs le 22 et 23 novembre, j'y participais activement, à Metz, les premières rencontres internationales de la culture, de la création et de l'immersif, on appelle ça les RICI, c'est l'acronyme de ces rencontres, eh bien, représente un espace tout à fait d'innovation. Et j'y ai trouvé, à Metz notamment, comme un climat un peu de mini-Cannes, tourné vers le numérique et l'immersif. Et je crois que c'est important de s'arrêter quelques secondes sur l'immersif. L'immersif nous entoure, on ne s'en rend pas compte, mais quand vous prenez par exemple, vous prenez un visiteur au cœur d'une œuvre, que vous faites tourner autour de lui tout le récit de cette œuvre, vous voyez de quoi je parle, c'est par exemple le cas à Muse, à Saint-Dizier, qui est un musée immersif, vous comprenez bien que la région Grand Est doit investir sur ce volet de la culture. Le numérique est un support, c'est pas une fin en soi, n'est-ce pas? C'est un moyen pour rendre encore plus accessible la culture, parce que c'est un moyen de médiation. Et c'est la raison pour laquelle la région Grand Est va particulièrement investir dans les mois et années qui viennent sur le numérique et l'immersif. Finalement, tous ces outils numériques s'inscrivent et trouvent leur place dans l'offre culturelle qui existait déjà par rapport à des musées peut-être où on voit des tableaux, etc. Ça trouve sa place ? Tout à fait. Vous avez raison de dire que tout cela trouve sa place et finalement le numérique est la pièce d'un puzzle qui vient, je dirais, parfaire l'offre culturelle dans le Grand Est. Pourquoi c'est important finalement pour la région de proposer un accompagnement à la transition numérique? Parce que donc là, il y a des nouveaux lieux qui émergent comme l'Arche, mais c'est aussi question d'accompagner les musées peut-être pour renouveler leur offre, pour s'inscrire dans cette transition? Oui, il est tout à fait important de proposer aux acteurs culturels de travailler avec nous sur cette nouvelle offre afin de permettre, c'est une offre qui est émergente, hein, nous travaillons à l'international sur ce sujet, des territoires comme le Québec sont très très avancés et nous les avons reçus d'ailleurs à Metz puisque c'était des rencontres internationales et il est très important que nous accrochions, j'oserais dire, les wagons pour sur un domaine émergent, être pionniers et être les premiers. Et donc concrètement, les aides, elles passent par quoi? C'est des aides financières, des aides matérielles, des aides humaines peut-être? Alors, vous avez raison de demander quel format peuvent prendre ces aides. Ce sont des aides en ingénierie, car nous avons des collaborateurs et notamment le bureau des images dont je vous parlais tout à l'heure est un bureau que nous venons de mettre en place, qui vient de naître, n'est-ce pas, en cette fin d'année. Et dans ce bureau des images, il y a des collaborateurs qui s'occupent de formation, qui s'occupent d'accompagnement et qui s'occupent d'émergence. Donc ce bureau des images est à la disposition des acteurs d'une part. Et puis d'autre part, nous accompagnons évidemment non seulement en ingénierie mais en moyens
lorsque des projets sont éligibles à nos dispositifs, nous les accompagnons financièrement et nous revenons au système de subvention voté en commission dont je vous parlais au début de notre échange. Donc ingénierie, moyens et puis accompagnement politique. Dire l'envie, quand un élu dit son envie, il porte aussi des projets qui sont importants pour son territoire. Vous avez évoqué plusieurs fois les échanges internationaux, voire transfrontaliers. C'est quelque chose qui tient à cœur à la région d'échanger, par exemple, avec nos voisins luxembourgeois, comme à l'Arche. Alors, vous avez raison de souligner le caractère éminemment transfrontalier de notre territoire, qui jouit d'un ensemble de frontières importants. Le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, n'est-ce pas? Et la Belgique. Et évidemment, nous travaillons avec eux. Nous avons des échanges. D'ailleurs, la commission culture dont je vous parlais tout à l'heure est composée de 4 volets importants. Les arts visuels, les industries créatives, le cinéma, le livre, la transmission des savoirs, le multilinguisme et le transfrontalier. Donc le transfrontalier est une partie absolument entière qui fait partie de notre travail de réflexion, notre base de réflexion. Dans la région Grand Est, ce sont environ 35 000 emplois non délocalisables pour promouvoir la culture et le patrimoine. La région met en place différentes aides pour promouvoir la culture, installation de boîtes à livres dans les gares, proposition d'un pass culture pour les 15-18 ans. Aujourd'hui, Martine, est-ce qu'on peut dire que la culture est accessible à tous dans la région Grand Est ? Alors, je vous l'ai dit, la région Grand Est met en œuvre des aides pour promouvoir la culture et la rendre accessible à tous. Mais nous avons une partie de la population qui, comment dirais-je, est parfois un petit peu en retrait. En tout cas, qui est notre objectif privilégié, ce sont les jeunes publics. Pour ce faire, nous avons mis en place une carte jeune, une carte qui s'appelle Jeuneste, qui se marie d'ailleurs avec le pass culture mis en place par l'État. Et cette carte Jeunesse, elle permet aussi bien des tarifs privilégiés pour accéder au cinéma, pour faire l'acquisition d'ouvrages, de livres. Nous allons renforcer justement cette carte pour encore plus, comment dirais-je, pour consolider notre politique vers les jeunes. Tout cela se fait bien évidemment en lien avec le Conseil des jeunes, qui est en train de faire un état des lieux pour justement essayer d'identifier quels sont les freins à l'accès des jeunes à la culture. Nous avons un sujet sur, par exemple, la fréquentation des salles de cinéma. Cette fréquentation s'est trouvée un petit peu compliquée. C'est compliqué avec la crise pandémique que nous avons connue, puisque les populations étaient invitées à rester chez elles. Et les plateformes ont bénéficié en quelque sorte de cette crise au détriment des cinémas. Donc nous avons un véritable travail pour repénétrer, j'oserais dire, ces sphères du monde de l'écosystème de la culture. Et nous y travaillons d'arrache-pied avec le Conseil des jeunes. Donc ça doit faire partie des projets. D'ailleurs, quels sont les projets à venir et quels sont les objectifs à court et long terme de la région concernant la culture ? Alors, les projets sont nombreux, tant l'offre est riche, évidemment. Les projets que nous avons, c'est de développer toutes les filières dont j'ai pu vous citer le nom tout à l'heure, qu'il s'agisse de la filière livre, de la filière image. Et nous avons énormément d'ambition, notamment pour ce qui est le spectacle vivant et les arts visuels. Donc beaucoup de projets à venir sur tous les domaines de la culture. Merci beaucoup Martine Lisola, présidente de la commission culture de la région, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission.